Et nous y voici. Je te propose, Brice, que tu nous lances l'appel avec le lieutenant Bot. Absolument, tout de suite. Est-ce que tu me reçois, lieutenant Bot? Et ce soir, tu vas nous parler de la starification des personnages virtuels, comment on peut les faire devenir des espèces d'égéries pour la publicité, ce genre de choses, à travers le cas Cloud, justement. Bah alors, Final Fantasy VII, c'est l'un des jeux les plus importants de son développeur Square. C'est le premier Final Fantasy à sortir en Europe, mais c'est surtout le premier de la saga à faire des ventes records, avec 9,7 millions de ventes dans le monde. Final Fantasy et Cloud sont propulsés dans l'imaginaire des fans, mais aussi du grand public. Parce que, même si on ne connaît pas son nom, on a déjà vu ce personnage blond, armé d'une épée aussi grande que lui. Final Fantasy VII installe Cloud, et dans une moindre mesure, Sephiroth dans le paysage du jeu vidéo de l'époque et de la PlayStation, aux côtés de Crash Bandicoot, Jin Kazama de Tekken 3 ou encore Lara Croft. Si les qualités inhérentes du titre lui ont assuré une bonne réception, c'est la campagne publicitaire colossale de Sony qui va créer la star que va devenir Cloud. Faut dire qu'avec le soutien d'une entreprise internationale comme Sony et son budget de 20 à 30 millions de dollars alloué à la communication, c'est tout de suite plus simple de créer un hit. Par comparaison, Final Fantasy VII a coûté 45 millions de dollars. Sony confie le jeu à la très réputée agence de communication TBWA Chiat Day pour le marché américain. Mais les publicités japonaises et européennes vont très vite s'aligner dessus. L'agence est connue entre autres choses pour être à l'origine du slogan de Apple, Think Different, et de cette publicité si connue où Crash Bandicoot hurle sur le quartier général de Nintendo. L'agence va aller à revers des publicités habituelles pour les jeux vidéo et s'attelle à promouvoir Final Fantasy VII non pas comme un jeu pour son gameplay, mais comme un film pour ses cinématiques. Et il n'hésite pas à reprendre et à détourner les codes des trailers du cinéma jusqu'à engager Don Lafontaine, la voix de tous les trailers de films américains. Et la localisation française n'est pas en reste, puisque la voix off est assurée par Richard Darbois, qu'on retrouve au doublage de Buzz l'éclair et de Harrison Ford entre autres rôles. Et pour assurer de la visibilité à sa communication, l'agence fait diffuser sa publicité en prime time et l'imprime dans les plus gros magazines. Elle scelle en plus des partenariats avec les marques les plus populaires comme Toys R Us et Pepsi, dont les packaging affichent Cloud sur sa moto, et même une publicité télévisée qui met en avant Final Fantasy VII entre autres jeux à gagner. Bref, tout est fait pour assurer à Final Fantasy VII et à Cloud une place toute particulière dans l'industrie et à minima assurer les ventes. Grâce à sa popularité nouvellement acquise, Cloud devient la figure de proue de Square. Il est intégré comme personnage jouable dans le jeu de combat Earthguise, accompagné d'autres personnages de Final Fantasy VII. On le retrouve également en personnage caché de Final Fantasy Tactics dès 1997, puis en 99 en personnage bonus de Chocobo Racing. En 2005, il devient star de son propre jeu mobile, Final Fantasy VII Snowboarding, et en 2014 de G-Bike. Bien entendu, on retrouve son costume, son épée ou sa coupe de cheveux dans divers jeux, comme en bonus de précommande de Final Fantasy XIII Lightning Returns, en cadeau d'abonnement pour FF14, ou encore Mobius Final Fantasy. Et de la même façon, il sera invariablement présent dans ce que moi j'appelle les Final Fantasy All-Stars, qui vont exploser dans les années 2010. Dissidia, Theatrhythm, Airborne Brigade, Explorer, Brave Exvius ou encore World of Final Fantasy, pour ne citer que cela. Mais c'est avec la création du film Advent Children que Cloud prend, selon moi, une toute autre ampleur. Ce long métrage est imaginé comme une suite à FF7, qui va se construire au fur et à mesure de ses trailers, jusqu'au 72e Festival du film de Venise, où il est projeté en avant-première. Mais ce qui m'intéresse, c'est la toute première scène où Cloud apparaît. Il décroche son téléphone. Si cette séquence semble un peu anodine, ce téléphone est en fait très important. Déjà dans le scénario, puisqu'il symbolise l'état d'esprit du personnage, mais surtout parce qu'il est le fruit de la collaboration entre Square Enix et Panasonic. Et oui, lors de la sortie du film, en 2005, on pouvait acheter ce téléphone, vendu avec des avatars exclusifs, des sonneries qui reprennent les mélodies de Advent Children, des fonds d'écran thématiques et une courte vidéo de trailer. Et bien évidemment, Cloud continue son évolution, sa starification. Ce Cloud hyper réaliste, créé à la base pour le film, sort alors complètement de l'univers des jeux vidéo et de son rôle de héros/leader pour embrasser le rôle d'ambassadeur de la marque. Il tient le téléphone à la main, un téléphone qu'il utilise en position caméra, et la publicité télévisée établit très clairement que Cloud utilise ce téléphone dans Advent Children. Comme pour dire, regardez, ce n'est pas seulement pour la publicité, ce n'est pas un simple accessoire de mode. Notre téléphone fait partie de l'attirail du héros. De plus, et c'est une première pour les stars de Square Enix, l'image, le rendu 3D qui est utilisé est produit spécialement pour la publicité. On ne retrouve cette pose, le bras replié et le regard quasi complice à la caméra, nulle part ailleurs dans le film. Cette image est importante parce que aucun autre personnage de la licence n'a eu ce traitement avant lui. Ni Jidan pour cette pub Coca-Cola, qui, bien que l'animation soit réalisée pour l'occasion, ne sort pas vraiment les personnages de leur rôle, et ne met pas en lumière un ambassadeur en particulier. Ni Squall, qui, bien qu'il soit mis en avant, c'est d'abord la voiture qui sert de ressort marketing aux précommandes de Final Fantasy VIII. De la même façon, c'est avant tout le remaster de FF10 et 10-2 qui sert de levier pour cette pub, et pas vraiment les personnages en eux-mêmes. Mais si c'est Cloud qui lance le mouvement, en devenant l'une des premières stars de publicité de Square, il va très vite se retrouver assez limité.
de par son ancienneté, puisqu'il sert déjà de tête d'affiche pour Her Guys dès 1998, en volant la vedette aux personnages originaux, mais aussi de par son statut d'icône. Il s'agirait de pas faire n'importe quoi avec un personnage aussi connu, et de ne surtout pas perdre la confiance des joueurs et joueuses pour ce héros de leur enfance. Parce que même si c'est une figurine de Cloud qui est utilisée pour vendre des NFT, ce n'est pas le héros lui-même qui nous les vend dans une pub. De la même façon, si le partenariat avec la marque de barres chocolatées Butterfinger utilise l'image de Cloud, ce sont des images promotionnelles de Final Fantasy VII Remake qui sont utilisées. Cloud ne croque pas dans une barre de crunch. Et l'accent est surtout mis sur le fait qu'acheter ces confiseries permet de débloquer des DLC, le véritable levier de la pub. Alors, pour préserver cette image auprès du public, Cloud, ou plutôt Square, va passer le relais à la nouvelle génération. Noctis et Lightning. Si Final Fantasy XV fait corps avec la publicité et les placements produits de par son développement tumultueux et excessivement long, bah oui, il faut bien rentabiliser un moment, jamais un Final Fantasy n'aura intégré autant de marques dans son univers, transformant parfois le pauvre Noctis en véritable homme sandwich, comme pour Cup Noodles, ou en utilisant le jeu pour vendre des cartes American Express, ou encore pour Audi dans le film Kingsglaive. Mais ce qui m'intéresse débute bien avant que Final Fantasy XV soit en développement, lorsque celui-ci s'appelait encore Final Fantasy Versus 13. À ce moment-là, Tetsuya Nomura est le réalisateur. C'est aussi le lead character designer depuis Final Fantasy VII sur de nombreux jeux, et c'est le réalisateur, entre autres, de Kingdom Hearts et Advent Children. Bref, pour Versus 13, Nomura confie pour la première fois la création des vêtements à des fashion designers. La robe de Luna Freya est designée par la très renommée Vivienne Westwood, dont la devanture apparaît même en jeu. Quant à l'attirail de Noctis et de ses compagnons, ils sont confiés au designer japonais Hiromu Takahara, dont l'une des marques, Roen, créée en 2017, les repliques exactes de ses vêtements. Non pas dans un but de cosplay, mais bel et bien dans une démarche de designer produit. Noctis, Prompto, Gladio et Ignis faisant alors de figures de mannequins dans leur propre jeu, sur lesquels contempler ses créations. Mais la même année, une dernière étape dans la starification des personnages de Final Fantasy est atteinte avec Lightning. Louis Vuitton et le styliste Nicolas Guéquier signent Lightning en 2016 pour faire la promotion de l'une de leurs collections. En devenant égérie pour Vuitton, elle emprunte à Cloud l'ambition d'acteur virtuel capable de sortir, d'être extrait de son jeu, et à Noctis son statut de mannequin et ambassadeur de mode, déjà anticipé dès 2012 avec Prada, aux côtés de ses compagnons masculins, Snow, Saz et Hop. Avec Vuitton, elle devient une sorte d'aboutissement de cette démarche. Ses poses sont placardées partout en devanture, des magasins, sur les vitrines, elle s'affiche dans Vogue et répond même à une interview du Télégraphe. Elle ouvre d'ailleurs la voie puisque l'année suivante, en 2017, la marque J-Gel utilise Guile de Street Fighter comme ambassadeur avec interview, et Coca-Cola s'associe à FIFA et son footballeur fictif Alex Hunter. Lightning est un aboutissement. C'est l'aboutissement de cette volonté très progressive de transformer les héros et héroïnes de Final Fantasy en véritable icône de la pop culture, en véritable icône de la mode. Mais tout ça n'a pas commencé par Noctis, ni même par Cloud, mais avec un autre personnage de la licence. Alors, si Lightning est un aboutissement, c'est l'aboutissement des ambitions d'un personnage aujourd'hui quasi oublié, Aki Ross. Alors peut-être que certaines savent de quoi je parle, les plus vieux. Mais pour les autres, il va falloir faire un petit voyage dans le temps et rembobiner tout ça. Nous sommes en 97. Final Fantasy VII vient de sortir et Cloud entame sa rapide ascension au titre de superstar. Le 8e opus est en plein développement et Square ne s'est jamais aussi bien porté grâce à la manne financière ouverte par son récent succès et son expansion sur les marchés américains et européens. Final Fantasy VII, c'est le premier Final Fantasy en 3D et par extension, le premier FF à proposer de véritables séquences cinématiques en images de synthèse. Si Square avait à l'époque une très grande connaissance du pixel art, pour la 3D, il manquait forcément d'expertise, comme toute l'industrie du jeu vidéo. Ils sont donc naturellement tournés vers les professionnels des effets spéciaux d'Hollywood et ils ont recruté des artistes de Digital Domain qui a réalisé les effets spéciaux de Apollo 13, Le 5e élément et Titanic, et Paul Ashdown qui avait travaillé sur Jurassic Park, Terminator 2 et SOS Phantom. Et c'est cette promiscuité avec le monde du cinéma qui donne une idée à Hironobu Sakaguchi, le fondateur de la série. Et si on faisait un véritable film Final Fantasy pour le cinéma? C'est en 97, soit 8 ans avant la sortie de Advent Children, 5 ans avant même que l'idée de Advent Children n'existe. Square décide de faire les choses en grand pour ce qui deviendra Final Fantasy les créatures de l'esprit. Ils louent des studios à Hawaï, achètent des ordinateurs dernier cri et des logiciels à la pointe de la technologie. Leur ambition est colossale. Le premier film sera au-delà de ce qui a été fait, digne d'un film hollywoodien, avec des acteurs tout en images de synthèse et plus vrai que nature. Si Square a de grandes ambitions pour son film, il en a aussi pour le futur. L'entreprise veut devenir le Pixar japonais, et pour atteindre son but, 3 films sont signés avec Columbia, qui coproduit le premier. En plus du film de science-fiction qui est Les créatures de l'esprit, Sakaguchi envisage un film de détective, ainsi qu'un film pour toute la famille, diamétralement opposé à l'ambiance du premier, mais qui aurait eu l'originalité de partager le même personnage, la même star virtuelle, Aki Ross. Parce que oui, l'autre ambition novatrice de Square Pictures,
c'est de créer une actrice virtuelle, capable de faire plusieurs films, de prendre différents rôles, mais aussi de sortir des films pour s'illustrer dans des magazines, dans des publicités, et pourquoi pas, partager d'autres univers déjà connus. Bref, un véritable avatar numérique au sens premier du terme. Malheureusement, avec l'échec retentissant du film au box-office japonais et américain, toutes ces belles ambitions restent lettres mortes. De cette première actrice virtuelle, il en reste quand même quelques traces, des morceaux de ce qui aurait pu être. En premier, dans le making-of du film, où dès les premières secondes, elle sort littéralement de son rôle entre deux prises, comme une actrice l'aurait fait. Puis l'année de sortie du film, elle pose en maillot de bain pour le magazine masculin Maxim, où elle est classée dans le top 100 des femmes les plus sexy. Les smileys sont bien évidemment rajoutés pour éviter le ban de la chaîne de Paul. Et enfin, elle apparaît avec une nouvelle coupe de cheveux dans l'univers de Matrix, dans cette démo réalisée par Square pour Animatrix, pour lequel ils réaliseront le court-métrage Le Dernier Vol de l'Osiris, mais sans leur actrice virtuelle. Si aujourd'hui la technique peut faire sourire, puisque maintenant on peut faire bien plus réaliste et en temps réel, en 2001, l'annonce du film fait l'effet d'une petite bombe dans le milieu du cinéma. Cette question des acteurs virtuels qui accompagnent la montée en réalisme de l'imagerie 3D plane déjà depuis quelques années avec l'arrivée de la première mannequin virtuelle, Wibi2Ki, en 1999. Pour donner une échelle, Hatsune Miku est créé en 2007. Même s'il y a encore de la marge dans la perception d'images virtuelles comme objets réels, Final Fantasy, les créatures de l'esprit, fait un immense pas en avant dans cette recherche de nouvelles icônes virtuelles. Par son hyper-réalisme, Akyros interpelle et questionne. Ces stars virtuelles comme Wibi2Ki, les présentatrices Anna Nova, Sita, Lily, la chanteuse Kyoko Date, ou plus proche de nous, les supermodèles Nunuri, Shuru et la VTubeuse Picora sont toujours jeunes, toujours souriantes, toujours le fantasme de leur créateur, très souvent masculin. D'ailleurs, l'argument du créateur de Wibi2Ki, c'est qu'elle ne prend pas de poids, qu'elle peut être à 2 endroits à la fois et qu'elle ne se plaint pas, contrairement à un véritable mannequin. C'est également l'un des arguments de Sakaguchi lorsqu'il dit, en plaisantant à moitié, que les acteurs virtuels sont dociles et qu'ils ne se plaignent pas de changement de script. Et surtout, on peut leur faire dire et faire ce qu'on veut. Lightning sera toujours incroyablement heureuse d'être égérie de Louis Vuitton, quand Akyros enlèvera sa combinaison pour Maxime sans aucun débat. Un rôle pourtant à l'opposé du personnage. Et dans une moindre mesure, Cloud fera sans sourciller la promotion de n'importe quelle marque de téléphone ou de barre chocolatée. Cet argument de la docilité effraie alors en 2001 les acteurs comme Tom Hanks qui se déclarent inquiets mais pensent que tout cela finira par arriver et que c'est inévitable. Craignant également que l'image des acteurs ne soit utilisée sur des nouveaux avatars virtuels. Steven Spielberg et George Lucas, quant à eux, voient cela comme un non-sujet. George Lucas déclare même qu'il n'utiliserait jamais un ordinateur pour créer un personnage humain. Jamais un ordinateur pour créer un personnage humain. Force est de constater que 20 ans plus tard, l'imagerie et les doublures numériques sont utilisées plus que de raison dans l'industrie du cinéma. On se souvient de Carrie Fisher et Peter Cushing qui avaient été temporairement ressuscités en 3D pour Star Wars, ce qui avait à l'époque alimenté de nouveaux débats quant à l'éthique d'une telle démarche. Quant à Akyros, si le personnage a sombré dans l'oubli et que Sakaguchi a quitté l'entreprise, force est de constater que l'ambition d'acteur virtuel made in Square Enix continue de vivre et d'être expérimentée. Noctis, héros de la mode, Lightning, égérie mannequin, et Cloud, la superstar. Et voilà, capitaine. Merci beaucoup, bravo. Je pense que tout le monde peut l'applaudir dans le chat. Merci. Du coup, maintenant, Merci. écoute, si tu veux bien, Bot, tu vas rester avec nous parce que j'ai un petit quiz. Les cinématiques dans les jeux vidéo. Donc, je vais lancer une cinématique et après 30 secondes, pardon, je vais vous poser une petite question. C'est parti. Et ça pose la première question: de quel Final Fantasy est issue cette cinématique? Final Fantasy 8, Final Fantasy 12, Final Fantasy 10 ou Final Fantasy 9? Sachant que plus vous répondez rapidement, plus vous gagnez de points. Tout à En fait. plus, c'est facile. Ça commence facile en effet. Pour ceux chez qui ça fonctionne pas, j'ai pas essayé de F5 sur le chat. La réponse était bien sûr Final Fantasy 10. Allez, je lance une prochaine cinématique et la question viendra après. Oh lord. Que se passe-t-il dans le plan manquant de cette cinématique censurée de Resident Evil? Est-ce que on voit le corps de la victime au sol éventré? Est-ce qu'on voit la tête décapitée de la victime tomber au sol? Est-ce que le zombie fait la danse de Thriller? Ou est-ce que le zombie crache un œil de sa victime? Elle est dure là, cette question, ça passe directement très très haut. J'avoue, je vais faire des progrès sans doute en termes d'équilibrage. Alors avant que je révèle la réponse, je vais montrer justement la cinématique non censurée.
Oula, ça freeze. C'est bon. Et donc c'était effectivement la tête décapitée de la victime tombe au sol. Et bien, prochaine cinématique, et ensuite je vous pose la question. C'est parti. Vous avez peut-être reconnu, c'est la cinématique, une cinématique issue de Metal Gear Solid, mais le remake sur GameCube, qui a été connu, pour ses cinématiques what the fuck. C'est-à-dire qu'autant Metal Gear Solid c'était quand même par limite technique aussi, plutôt mesuré dans les effets, mais alors là, sur ce remake GameCube, ils ont fait tout l'inverse de faire des cinématiques, en toute sobriété. Vous savez, il y avait Matrix à l'époque, avec des ralentis, des machins, c'était vraiment too much. Et du coup, ma question est simple, vous venez de voir cette cinématique, vous avez vu que le ninja a sauté en l'air et s'apprête à attaquer Snake. La question est, dans cette cinématique de Metal Gear Solid sur GameCube, que s'apprête à faire le ninja pour attaquer Snake? Entrer dans un conduit d'aération et sortir en tourbillon, faire l'hélicoptère avec son sabre pour voler, effectuer un coup de pied retourné sur un bout de plafond ou se briser la nuque contre le plafond en agitant son sabre. La réponse en vidéo. Désolé pour ça. La bonne réponse, c'était effectuer un coup de pied retourné sur un bout de plafond. Ah, on a la majorité des gens qui ont trouvé. Moi, ça m'avait vraiment marqué cette cinématique parce que vraiment, on s'est dit, ça va être plus beau, plus de mise en scène, ils ont plus de moyens. Et pourtant, j'ai moins aimé parce que c'est trop quoi. Prochaine question, de quel jeu est issue la cinématique sans interruption la plus longue jamais créée? Est-ce qu'elle est issue de Death Stranding, de Xenoblade, Metal Gear Solid 4 ou Ocean Stars The Last Hope? Pas évident. La cinématique la plus longue jamais créée sans interruption. Important. Moi, j'en ai aucune idée. Aïe aïe aïe. La réponse était Ocean Stars The Last Hope. Vous vous êtes fait piéger, je suis désolé. Aïe aïe aïe. J'ai toutefois prévu un petit article d'explication parce que j'avais prévu que ça allait débattre en mode quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, sachez que Metal Gear Solid 4 a été même le seul jeu dans le Guinness des records à avoir été reconnu comme avoir la plus longue cutscene de fin, effectivement. Mais ensuite est sorti un petit peu plus tard Ocean Star, qui n'a jamais été dans le Guinness des records à la place de Metal Gear Solid 4, tout simplement parce qu'en fait, il faut faire la démarche pour entrer dans le Guinness des records, et c'est simplement un truc qu'ils n'ont jamais pensé à faire. On peut penser que la fin de Metal Gear Solid 4, ça dure 72 minutes, mais en fait, il y a des interruptions. Donc ils ne l'ont pas compté comme ça, en vérité on parle de quelque chose comme 25 à 30 minutes sans interruption, tandis que Ocean Star c'est plus de 40 minutes sans interruption. Alors là, il va s'agir d'une question d'observation. Je vais lancer une cinématique d'Oddworld l'Odyssée d'Abe. Il faut que vous observiez tout, que vous écoutiez tout aussi, très important, et ensuite je vous poserai la question pour voir si vous avez bien écouté et bien regardé. C'est parti. Ma vie entière a basculé en un seul jour. Une nuit, je travaillais tard à Rupture Farm. Nous faisions des sandwichs au meat cheese. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de meat cheese. Nous faisions encore des tartes aux paramites. Et aussi de délicieux gâteaux au scrab. J'étais content de mon travail, jusqu'à ce que je découvre la composition des New and Tasty, qui m'intriguait depuis longtemps.
Quels sont les produits cités dans cette cinématique de l'Odyssée d'Aïb? Kebab Paramite, Tacos Munchies, Pita Scrabs, Tarte Paramite, Sandwich Munchies, Gâteau Scrab, Gâteau Paramite, Gâteau Munchies, Tarte Paramite, ou Sandwich Paramite, Tarte Munchies, ou Gâteau Scrab? Dites-moi. Camoulox. Oh la difficulté. J'ai abusé, je suis désolé. Je vais progresser, ok, je vais être plus sympa pour la suite. Eh, pas mal les gars. Question suivante. C'est parti. De quel jeu est issue cette cinématique? Bloodborne, Demon's Souls, Dark Souls ou Devil May Cry? C'est FF7 toi. Et la bonne réponse était Demon's Souls. Prochaine question, il va y avoir une cinématique, enfin une vidéo, qui va mélanger des cinématiques de 3 jeux. Ça va être, une fois fini, de les identifier. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts à me dire les 3 jeux qui ont été mélangés dans ces extraits? Quels sont-ils? The Witcher 3, World of Warcraft ou God of War Ragnarok, Assassin's Creed, God of War Ragnarok ou Elden Ring, L'ombre du Mordor, Elden Ring, The Witcher 3, ou World of Warcraft, Heavenly Sword et L'ombre du Mordor? Dites-moi tout. Déjà, moi, je suis pas bien parce que j'en ai déjà compté 4 jeux. Ah C'est pas ça. Non, promis, il y a bien 3 jeux, il n'y a pas de piège. La plupart des gens l'ont. Là, on est sur un beau score. Bravo à tous. On va enchaîner. Je vous lance une cinématique et après, je vous pose la question. Alors, c'est une vidéo sur une cinématique. Donc, cette scène a été filmée pour être reproduite image par image dans Prince of Persia, jeu datant de 1989. Comment se nomme cette technique d'animation? La coloscopie, la rotoscopie, la calinotopie ou la photocopie? Là, moi, j'ai cliqué instant. Celle-là, je la connais. Ah, bon score là-dessus, bot? Je pense que j'aurai enfin des points. C'était bien la coloscopie. C'était bien la rotoscopie, bravo. Il y en a un qui met la coloscopie, donc on a clairement quelqu'un qui n'est pas intéressé par la win, mais par le LOL. Donc chacun, c'est un choix de vie. Prochaine question. Je vous lance une cinématique et après je vous pose la question. C'est parti. Et si on faisait une partie? Tu veux jouer contre moi? Ouais, ce petit jeu sur la télé, celui auquel tu joues tout le temps, je parie que je peux battre ton record. Tu crois que tu peux me battre à ce petit jeu sur la télé? Non mais t'es malade. Ouais, et je crois même que t'as peur. Mais arrête, tu sais même pas comment ça s'appelle. Mais j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle, je t'ai déjà vu jouer, il faut C'est ça. sauter, courir, et t'avoueras que j'ai un talent inné pour ce genre de choses. Tu crois ça? Alors, tu relèves le défi ou quoi, espèce de poule mouillée? À quel jeu de Naughty Dog Nathan Drake s'apprête à jouer après cette cinématique d'Uncharted 4? Il va allumer la PlayStation, il va lancer un jeu de Naughty Dog. Est-ce que c'est Uncharted, Drake's Fortune, Crash Bandicoot, Jack and Dexter ou Crash Team Racing? Je crois qu'il lance le jeu Uncharted 4. Pardon? Il lance le jeu Uncharted 4 et en fait tu dois rejouer pour arriver à cette scène La boucle. dans laquelle il va relancer le jeu. Ça serait Il me énorme. semble, hein. Je vais vous révéler la réponse en vidéo, voilà, c'est toujours plus sympa. C'est parti. Ah ok d'accord, je vois le genre. Ok, regarde et prends-en de la graine. J'en prends de la graine. Ça y est? Non, ça charge là. Ça charge? Oui. J'aurais eu le temps d'aller me faire un café. Qu'est-ce que t'es impatient? Je sais pas, mais quand j'allume un truc, j'aime bien que... Ok, c'est parti. Et oui, c'était... Crash. Là, je vais lancer une petite compilation des proto-cinématiques, on va dire, c'est-à-dire les premières fois où dans les jeux, il y avait des petites scénettes hors gameplay, donc vraiment dans les premiers jeux, pour un petit peu illustrer une sorte de scénario, si je puis dire.
Et ensuite, je vous lancerai la question. Ces jeux sont les premiers de l'histoire à contenir des petites cinématiques, comme je vous l'ai dit. Lequel de ces jeux est le plus ancien? Pac-Man, Donkey Kong, Super Mario Bros. Ou Space Invaders Part 2? Pac-Man, Donkey Kong, Super Mario Bros. Ou Space Invaders Part 2? Lequel de ces jeux est le plus ancien contenant ces petites scénettes? J'étais sûr de ma réponse. Et t'as réussi à mettre le doute. Ah, petit doute. C'était Space Invaders Part 2. Je poursuis. Je vais vous montrer une cinématique de Tekken Tag numéro 1, dans lequel on va voir des Mokujin. Mokujin, c'est des personnages en bois dans le jeu, qui sont en train de faire une petite démonstration d'arts martiaux. Le but, ça va être de compter combien ils sont. Combien y a-t-il de Mokujin dans cette cinématique de Tekken Tag 1? Est-ce qu'ils sont 24, 25, 26 ou 23? Moi j'ai écouté 112. 112. Ah, apparemment, il y en a qui ont le bon œil, qui ont l'air sûrs d'eux. J'ai oublié le verre. J'en avais 37. 26, et oui, c'était un carré de 5 avec juste le leader en plus. Allez, on passe à la prochaine cinématique. Quel jeu Zelda s'est détourné de la direction artistique de cette démo technique? The Legend of Zelda Majora's Mask, The Legend of Zelda Oracle of Season, The Legend of Zelda Minish Cap ou The Legend of Zelda Wind Waker. Voilà, donc il y a eu un jeu qui est sorti suite à cette démo technique qui a totalement laissé de côté cette façon de faire des graphismes, enfin de cette direction artistique. Lequel est-il? Indice, ça commence par The Legend of Zelda. La bonne réponse c'était Wind Waker, tout à fait. Voilà, donc d'un coup, ils se sont dit non, on laisse de côté la vision cinématographique, réaliste de Zelda, et on part sur un truc cartoon. Donc au début, moi j'étais ado à ce moment-là, je me suis dit quoi? Après Ocarina of Time, on avait envie de plus réaliste, et à la place, ils sont partis sur un truc cartoonesque, qui était en fait incroyable, mais c'était le temps de digérer, voilà, en termes d'attente, le truc. Ce qui est trop cool, c'est que c'est intemporel du coup. Ouais, grave, complètement. C'est vrai que ça vieillit bien mieux que des jeux qui se disent réalistes de l'époque. On va passer à la prochaine question. Je vous montre une petite cinématique d'une autre qualité. Où est-elle allée? Eh ben, on n'y voit rien là-dedans. T'as apporté une lampe? Que va répondre Mario à Luigi dans cette cinématique d'Hôtel Mario? It's me, Mario! Non. Oui? Une lampe torche? Vous avez le choix entre ces 4 réponses. This man is mine, effectivement. Bonne vanne dans le jeu. Il était très sur les jeux de mots. J'ai failli spoiler. Trop naturellement. Ah oui. Eh bien écoutez, on vérifie en image. T'as apporté une lampe? Non. Eh oui, Non. la fameuse réponse, c'était le fameux non. Question numéro 14. Je lance une petite cinématique. C'est parti. Da, président Romanov. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Alex? Hein, monsieur le président? Mais de quoi parlez-vous? Alex, En fait, vous envoyez toutes vos troupes sur nous, Alex.
Nous sommes censés être alliés, sale maniaque. C'est moi qui vous ai fait avoir votre place. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Je ne suis pas votre chien, monsieur le président. De quel jeu est issue cette cinématique? Age of Empires 2, Company of Heroes 2, StarCraft 2 ou Command & Conquer Alerte Rouge 2. Voilà, pareil, un truc connu à l'époque pour se dire mais c'est trop bien, ils ont filmé des vrais trucs, même si c'était hyper cheapos, ça faisait son petit effet. Ouais, la mode des FMV, c'était quand même quelque chose. Hein. Ouais, c'était effectivement toute une époque, on pensait que ça allait être l'avenir, pardon, mais pas du tout. C'était Command & Conquer Alerte Rouge, bravo, tout le monde l'avait, on est que entre vieux ici ou Alors, qu'est-ce que j'ai pris pour cette dernière question? Eh bien, on va repartir dans un truc qu'on a déjà fait précédemment dans le quiz, c'est-à-dire que j'ai mélangé des cinématiques de 3 jeux au sein d'une même vidéo, et il va falloir les identifier. Trois cinématiques de jeu ont été mélangées dans ces extraits. Lesquels sont-ils? No Man's Skies pré-Pikmin, Halo 2, Gears of War 4, StarCraft 2, StarCraft 2, Alien Isolation, Mass Effect 3, ou Gears of War 4, Doom Eternal et Dead Space 2. Allez, soyez chauds, soyez vifs. C'était la réponse Halo 2, Gears of War 4, StarCraft 2. La plupart des gens l'avaient, bravo. Félicitations et bravo à tous. On va passer à l'étape supérieure. On va plonger un petit peu plus profond. Est-ce que tu peux nous lancer, Brice, s'il te plaît? C'est parti. C'est parti, amiral.